Donc déjà, bonjour à tous, merci d'être aussi nombreux présents ce soir. Je vais commencer par remercier l'association Psyched, puisque c'est eux qui sont occupés de tout organiser, donc à la fois faire les affiches, interpeller des personnes pour faire des conférences, et je pense que c'est important en fait de valoriser cet engagement qui est bénévole, qui est associatif, et je vous invite en fait à aller les voir après pour les remercier si vous le souhaitez, et puis pourquoi pas de participer à leurs événements et peut-être de vous engager dans leur association. Bon, alors la conférence de ce soir, je vais me présenter d'abord. Donc je m'appelle Séverin Guignard, je suis doctorant en psychologie sociale ici à l'université d'Aix-Marseille. Donc à la fois je donne des cours aux étudiants qui sont en psychologie ici, et je fais également des travaux de recherche, pas sur le thème de ce soir, sur d'autres travaux qui concernent ma thèse. Alors, je vais juste faire une petite précision concernant ce titre. Les hommes viennent-ils de Mars et les femmes viennent-elles de Vénus? Pour bien voir ici que j'ai mis un point d'interrogation. Parce que l'objectif de cette conférence, c'est pas de faire un cours pendant 2 heures, comme je peux le faire aux étudiants de psychologie, c'est essayer en fait de vous apporter les outils critiques que propose la psychologie sociale pour réfléchir à des questions d'actualité, pour réfléchir à des questions qui nous intéressent potentiellement tous. Donc là, l'objectif c'est, quand vous sortiez d'ici, que vous vous dites, tiens, j'ai récupéré quelques outils qui me permettent d'analyser et de comprendre les rapports hommes-femmes. Alors, comment m'est venue l'idée de proposer cette conférence? Souvent, tout commence en famille, et là, ça a été le cas. Donc, je me suis retrouvé, en fait, à une fête de famille. Donc, je vous pose la scène. Repas de famille, il y a les femmes qui sont en train de faire à manger, les hommes qui sont en train de parler de foot, je caricature à peine, dans le salon. Et après un bon repas, on commence tous à discuter dans les canapés. Donc, les femmes parlent plus de la santé, du soin, etc., de comment on élève les enfants. Et puis, les hommes qui parlent plus de politique, pour avoir un esprit critique sur la société, et de ce genre de choses. Et puis, à un moment, avec mon cousin, on dit, tiens, si on allait se faire une balade pour sortir un petit peu de tout ça. Donc, on part faire une balade, et durant cette balade, mon cousin est quelqu'un qui a vraiment un esprit très critique sur la société, donc on parle de plein de choses ensemble, et notamment, on s'intéresse voilà, à la question des médias, à la question de comment on peut être influencé par telle ou telle chose. Et il était en train de me questionner sur la psychosociale parce qu'il adore la psychosociale. Il dit, la psychosociale c'est génial parce que vous avez plein d'outils critiques pour réfléchir sur les questions de société. Donc moi j'étais très content, et donc j'étais en train de parler de Milgram, de la soumission à l'autorité, et comment en fait, quand il y a une personne avec une blouse blanche, on se retrouve parfois à lui faire une entière confiance et qu'on se soumet à son autorité. Et donc j'étais dans mon blabla comme ça, et d'un seul coup il m'arrête et il me dit, tiens, regarde cette affiche. On était en train de marcher, pof, il me stoppe et il me montre cette affiche. Donc les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus. Et il me fait le commentaire en même temps. Ah, tu sais, Séverin, ça c'est un spectacle qui est tiré d'un bouquin, le bouquin de John Gray, Les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus. Tu connais, hein? Je regarde, oui, je connais. Et il me dit, ouais, moi on me l'a offert l'année dernière, c'est ma copine qui me l'a offert. Et j'ai appris plein de choses. Et du coup, ça m'a permis de comprendre plein de trucs sur les hommes et les femmes. Mais ça, c'est un truc qu'on doit vous enseigner à l'université. Est-ce que tu fais des cours là-dessus? Je regarde, non, pas vraiment. Et il me dit, ah ouais, parce que quand même, c'est vrai tout ça. Qu'est-ce que t'en penses? Donc là, imaginez un petit peu ma situation. Il me demande ce que j'en pense. Alors là, plusieurs questions sont posées à moi. D'une part, qu'est-ce que je vais lui répondre? Et ça va être l'objet de cette conférence. La deuxième chose, c'est, mais mon cousin, qui est quelqu'un souvent très critique sur la société, etc., j'ai l'impression qu'il n'a pas pris du tout de recul par rapport à ce truc, les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus. Comment ça se fait que quelqu'un qui est aussi éclairé, finalement, j'ai l'impression qu'il n'a pas pris de recul là-dessus? Et puis la troisième chose, c'est, finalement,
Si ça a touché mon cousin, et si mon cousin a lu ce bouquin, est-ce que mon cousin c'est quelqu'un d'isolé, ou est-ce que finalement c'est quelque chose qui est assez répandu dans la société et que tout le monde connaît ces bouquins-là? Moi je connaissais vaguement, mais finalement pas beaucoup plus que ça. Voilà toutes les questions que j'ai pu me poser. Alors, pour commencer, je suis allé voir, c'était quoi ce fameux bouquin, Les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus. Et là, on a d'un côté un homme avec une petite voiture, de l'autre côté une femme qui s'oppose à lui avec un bébé et des fleurs. Et on a la petite mention psychologie, puisque c'est vendu comme des bouquins de psychologie. Et au milieu, on a connaître nos différences pour mieux nous comprendre. C'est pas chouette tout ça? Et donc, première question que je vous pose, à votre avis, à combien d'exemplaires ce bouquin a été vendu dans le monde? Allez-y. 5, beaucoup plus. 5 millions, plus que ça. 17 millions. Je vous donne juste, nous on est très fiers en psychosocial parce qu'il y a le bouquin de Joule et de Beauvois qui a été vendu à 350 000 exemplaires et que c'est une des meilleures ventes de psychosocial en France et dans le monde. Donc vous avez dit 17 millions, plus. 32. Plus. 50. Bravo, le juste prix c'est 50 millions. 50 millions d'exemplaires vendus dans le monde, traduits dans 40 langues. Ce qui fait un bouquin qui, vraiment, dans la société et dans le monde entier, a diffusé des informations sur les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus. Mais bien sûr, ils ne se sont pas arrêtés là, et ils ont essayé de décliner les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus sur différents plans. Donc, on va avoir les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus, version illustrée. Et puis, on va voir aussi comment se rencontrer, donc Mars et Vénus qui se rencontrent. Une fois qu'ils se sont rencontrés, eh bien, ils vivent en harmonie, donc on a Mars et Vénus en harmonie. Et puis après, voilà, ensemble pour toujours, parce que Mars et Vénus vont pouvoir être en couple pour toujours. Sauf qu'on le sait très bien, et bien ça ne marche pas toujours. Donc si vous avez eu une rupture, et bien ici on a retrouvé l'amour après une rupture. Une fois que vous avez retrouvé quelqu'un pour partager des bons moments avec cette personne, eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire? On va faire un régime ensemble, donc Mars et Vénus au régime. Une fois que vous avez eu votre petit régime avec Mars, Vénus, qu'est-ce qu'on peut faire? Enfin, on peut accéder à l'amour. Donc Mars et Vénus sous la couette. Bien entendu, on va après, une fois qu'on a été sous la couette, Mars et Vénus vont faire des enfants. Et puis Mars et Vénus, c'est aussi des gens qui travaillent. Et Mars et Vénus, eh bien, ils font des petits miracles au quotidien. Et Mars et Vénus, ils ont 365 jours d'amour. Et enfin, Mars et Vénus, donc là c'est Vénus en feu, Mars de glace, parce que on le sait, on se demande tout le temps qui c'est ce on, mais on le sait, les femmes sont très émotives, tandis que les hommes sont plutôt de marbre. Tout ça pour vous dire qu'il a été vendu à 50 millions d'exemplaires, le premier bouquin, mais que les autres bouquins ont été vendus aussi dans un nombre astronomique. Ce qui nous amène à penser que ce bouquin a eu un vrai impact sur la société pour diffuser un certain type de propos. Mais ils ne sont pas arrêtés à ce best-seller. Bien sûr, ils sont allés au-delà. Et donc, ils ont fait une adaptation au théâtre. L'adaptation au théâtre, donc c'est l'affiche que je vous ai montrée tout à l'heure. Ils en sont à la 6e saison à Paris. Ils ont fait presque 1500 représentations et plus de 160 000 spectateurs. Donc là encore, c'est vraiment un buzz au niveau du théâtre. Et il n'y a pas que eux qui ont fait ça, parce qu'il y a également d'autres personnes qui font, par exemple, hommes, femmes, mode d'emploi. À la suite de ça, ils ont fait une version DVD du spectacle. Je vous promets que quand je suis allé sur Internet et que j'ai commencé à regarder, à chaque fois je tombais des nues en me disant « mais waouh, finalement c'est un truc qui marche du tonnerre ». Et ils ont aussi fait une déclinaison pour proposer des thérapies de couple, pour apprendre à mieux s'aimer dans notre couple, des ateliers de communication, que ce soit en entreprise, dans les différentes institutions, pour que Mars et Vénus au travail sachent travailler correctement ensemble. Et il y a même un film qui est en tournage et qui sortira fin 2013 si vous voulez ne pas aller le voir. Et à chaque fois que je regardais ça, je voyais après des commentaires. Et les commentaires, qui étaient mis en gros, c'était du style
on devrait faire un cours obligatoire de ce type avant de se marier. Ou encore, cela devrait être enseigné dans les écoles. Ce qui peut me permettre de comprendre que mon cousin, finalement, il trouvait ça assez logique qu'on puisse enseigner ça à la faculté, parce que d'une part, on a quelqu'un qui est en blouse blanche, qui a l'air d'être un scientifique qui fait de la psychologie, et d'autre part, il y a plein de gens qui disent « mais c'est génial, ça devrait être enseigné dans les écoles ». Et ça, c'est mon préféré, le dernier, c'est « il faudrait que ces stages soient remboursés par la sécurité sociale ». Donc on voit que c'est des bouquins normalement d'intérêt public. Voilà, donc on va rentrer un peu plus en profondeur. Et finalement, les bouquins de John Gray et son approche, eh bien, on va pouvoir les résumer en 3 phrases. C'est pas moi qui les résume en 3 phrases, c'est lui qui les résume en 3 phrases. La première, il dit « Affirmer que les hommes et les femmes sont différents n'a rien de révolutionnaire ». Bon, je pense que si c'était révolutionnaire d'une part, il n'y aurait peut-être pas un tel écho, mais surtout, eh bien, finalement, ils passent leur temps à essayer de nous faire comprendre que les hommes et les femmes sont différents. Bon, certes, ok, ils sont différents, et c'est vrai que quand on regarde dans la société, moi le premier, eh bien, je peux voir des différences entre les hommes et les femmes. Très bien. Qu'est-ce qu'il dit d'autre? Il dit « Les langages, les émotions et les attentes de l'un et l'autre des sexes s'opposent souvent ». Donc on n'est pas simplement différent, on est également en opposition. Donc on voit déjà qu'il va un peu plus loin dans son orientation, j'ai envie de dire avec des guillemets, théorique. Et puis, bien sûr, il a une préconisation, parce que ce bouquin essaye de vous donner une manière de vivre et d'être dans vos relations hommes-femmes. Et donc sa préconisation, c'est laquelle? Ah, désolé, ça c'était simplement l'image du bouquin de tout à l'heure, où on serait différent et on s'opposerait. Et il dit, il suffit de comprendre ces différences et de les accepter. Donc voilà, un truc très simple, il faut se comprendre, et puis après, il faut accepter les choses telles qu'elles sont. Voilà. En gros, il est en train de nous dire, ce bonhomme, que c'est l'illustration de son bouquin, hein, je ne l'ai pas trouvé n'importe où. Il est en train de dire que mademoiselle, elle attend avant tout le mariage et d'avoir des bébés, que monsieur, lui, voudrait que sa femme soit hyper sexy et avoir des parties de jambes en l'air avec elle, que voilà, on a des attentes très différentes, mais finalement, grâce à son bouquin, on va pouvoir quand même être heureux, avoir plein de petits cœurs autour de nous. Voilà. Et comme ils disent également dans le bouquin, dans les conférences, c'est parce qu'on est complémentaires. Voilà, l'homme et la femme sont complémentaires. Donc, à aucun moment, ils parlent par exemple des personnes homosexuelles. Et ouais, qu'est-ce que c'est que 2 personnes homosexuelles qui sont ensemble? Parce que du coup, complémentaires, ça tombe un peu à l'eau. Donc il reste sur quelque chose qu'on pourrait dire assez stéréotypé des relations hommes-femmes. Alors, j'étais en train de vouloir expliquer à mon cousin, donc là j'ai fait la première partie qui était qu'est-ce que c'est que ce fameux bouquin et c'est quoi ce phénomène les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus. Donc à partir de là, je commence à dire à mon cousin, mais tu comprends Sylvain, tout ça c'est des assignations de rôles dans la société et puis c'est des stéréotypes qui font qu'à un moment en fait, eh bien la réalité va être créée par les stéréotypes et c'est ça qui fait que à un moment, on en vient à avoir des goûts, des attentes qui sont différentes en fonction des hommes et des femmes. Et là, mon cousin, il me regarde et il fait genre « Ouais, parce qu'il ne peut pas me dire non. » Et il me dit « N'empêche que ce truc, ça marche. » Et ce truc, ça marche. Et il me donne un exemple de sa vie concrète de couple. Et il dit bah, « Avant, ça se passait comme ça. Et puis maintenant, au moins, on ne s'engueule plus. » Et donc, je me suis dit, là, il faut sortir l'artillerie lourde, c'est vrai. Donc, il faut que tu donnes un exemple. Et le meilleur exemple que je pouvais donner, c'était un exemple de ma vie personnelle. Comme ça, j'étais sûr que là, j'allais vraiment toucher au plus profond et qu'il allait vraiment retenir ce que je voulais dire. L'artillerie lourde, c'est ça. Un tournevis. Pourquoi un tournevis? Parce que moi, je viens d'une famille d'agriculteurs. Et quand j'étais petit, à mes 9-10 ans, eh bien, j'aidais mes parents à la ferme. Et donc, eh bien, à un moment, vous vous retrouvez avec un tournevis entre les mains. Et donc, j'étais avec ma mère en train d'essayer de faire un truc avec le tournevis, et il me tombe des mains. Et ma mère me regarde et dit « Ah, il t'est tombé des mains, ce tournevis !» Je regarde, je reprends le tournevis, et là, je sens qu'il y a une petite pression pour qu'il ne me retombe plus des mains, ce tournevis. Donc là, j'essaie de faire, et forcément, qu'est-ce qui se passe? Il me retombe encore une fois des mains.
Et à la suite de ça, eh bien, au repas de famille, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, elle va dire « Ah, aujourd'hui, mais le tournevis, il n'arrête pas de tomber des mains de Séverin, quoi. Ah, mais lui, c'est vraiment pas un manuel. » Et donc, je vais me retrouver avec cette mauvaise réputation d'être quelqu'un qui n'est pas un manuel. Et à chaque fois que je serai dans ma famille à essayer de faire des trucs sur la ferme avec un tournevis, je me retrouverai à chaque fois à trembloter et fatalement, le tournevis me tombera des mains. Et à chaque fois, ils me diront « Ah, tu vois, toi, t'es pas un manuel. » Mais, heureusement, j'ai de la chance, eh bien, ils n'en ont pas parlé à mes copains et mes copines. Et quand je me suis retrouvé en coloc et qu'il fallait monter un meuble Ikea, on m'a dit « Ah, toi, tu viens de la ferme. Allez, vas-y. » J'ai pris le tournevis, tac, 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 et j'ai monté le meuble en 2 temps, 3 mouvements. Et on m'a dit « Ah, toi, t'es vraiment un manuel. » Tout ça pour dire que, dans un certain contexte, il y avait une mauvaise réputation qui était sur moi et que ça pouvait directement affecter mes performances. Dans un autre contexte, heureusement, j'avais la chance de ne pas avoir cette mauvaise réputation. Donc là, je dis ça à mon cousin, et il commence à faire « Ah ouais, je vois, il veut partir sur des discussions un peu plus familiales. » Je dis « Non, non, on continue sur la question des stéréotypes. » Et je lui dis « Mais tu sais, ce truc-là, pour moi, ça a été assez simple à gérer parce que c'était pas généralisé à l'ensemble des aspects de ma vie sociale. Parfois, en fait, c'était que dans le contexte familial où j'avais cette mauvaise réputation. Mais il y a certaines catégories de personnes qui ont des mauvaises réputations, qui leur collent à la peau, et elles doivent faire face dans de nombreuses situations. Par exemple, celle-ci. C'est une pub que j'ai récupérée sur Internet. Une pub qui dit « Aujourd'hui encore, plus que d'habitude, oui, nous louons aussi aux femmes. » Et là, vous avez vu à gauche, à droite, on se moque un peu des femmes. Quel est ce stéréotype? Les femmes ne savent pas conduire. Elles conduisent moins bien que les hommes, etc., etc. Donc, on va prendre une situation dans laquelle on va essayer de mettre ce stéréotype en jeu. Et j'espère que c'est quelque chose qui va vous parler, parce que c'était un peu l'objectif, que ça soit quelque chose vraiment de la vie concrète du quotidien, et voir si, finalement, cette mauvaise réputation ne peut pas, à un moment, un peu nous déranger, un peu nous poser des problèmes dans notre vie quotidienne. Donc, on va prendre une femme qui est au volant. Imaginez que cette femme à côté, là on ne le voit pas, mais il y a son copain qui est sur le siège passager. Et elle se retrouve en ville, à un moment, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se garer. Et pour se garer, il faut faire... Et c'est quoi le stéréotype? Les femmes ne savent pas faire de créneau. Donc là, je ne suis pas en train de dire que j'adhère oui ou non à ce stéréotype, je dis simplement qu'on a la connaissance de ce stéréotype. Donc on va avoir notre femme qui va avoir à faire un créneau en centre-ville. Et pour rendre la situation un peu plus corsée encore, eh bien, juste à côté, ici, il y a des hommes qui sont attablés à un bar avec leur bière et qui sont spectateurs de cette scène. Essayez de vous mettre à la place de cette jeune femme. J'imagine que pour certaines d'entre vous, c'est très parlant. À votre avis, qu'est-ce qui va se passer pour cette jeune femme? Elle va s'y reprendre à 5 fois pour faire son créneau, elle va avoir des grosses difficultés pour le faire. Ou on va aller plus loin pour essayer de trouver une place où il n'y aura pas des gens en train de me regarder, où j'aurai plus de place pour faire mon créneau, où je me retrouverai dans une situation un peu moins stressante. Troisième possibilité, je suis sûr que c'est déjà arrivé à certaines d'entre vous. Elle sort de la voiture et elle dit à son copain « Garde la voiture à ma place parce que là, ça va. » Et donc ces situations, elles sont assez parlantes, ouais. Et ça a été théorisé. Ça a été théorisé et ça s'appelle la menace du stéréotype. Donc je vais essayer de vous donner les éléments théoriques qui nous intéressent ici, en essayant de les illustrer avec la fameuse situation qu'on avait avant. La menace du stéréotype, c'est toujours en fonction d'une situation donnée. Donc là, la situation donnée, c'est le fait d'avoir à faire un créneau. Mais avoir à faire un créneau, là, regardez, le créneau, il est trop facile à faire. Il faut que ça soit un créneau qui soit difficile à faire, comme celui-ci, parce que pour que la menace du stéréotype fonctionne, les auteurs nous disent qu'il faut que la situation soit diagnostique. À un moment, il faut qu'elle mette en jeu une situation difficile
dans laquelle ça va être compliqué de réussir la tâche. Et les auteurs nous disent que ça va enclencher une peur de confirmer le stéréotype. Donc cette peur de confirmer le stéréotype, chez les femmes, pas chez les hommes, vu qu'il n'y a pas ce stéréotype-là quand ils sont en voiture, qu'est-ce que ça va engendrer? Ça va engendrer de l'anxiété et une certaine distraction chez l'individu. Donc là, on se retrouve avec une femme qui devient crispée au volant, qui commence à sentir un peu l'anxiété monter, ou qui simplement a dans un coin de sa tête le « faut pas que je me loupe, faut pas que je me loupe, faut pas que je me loupe ». Et du coup, elle n'est plus très concentrée sur son créneau, vu qu'elle est en train, entre guillemets, de réfléchir à autre chose. Qu'est-ce que ça va donner tout ça, selon les auteurs? Une baisse de ses performances. Et là, en l'occurrence, elle va avoir du mal, elle va s'y reprendre à 5 fois pour faire son créneau. Et c'est là où ça devient dramatique, c'est qu'au final, elle va en venir à confirmer le stéréotype qui pèse sur son groupe social. Et après, on va avoir des gens qui vont nous dire « Eh ouais, les femmes ont lui aussi à elles, malgré que les créneaux, c'est pas leur truc. » Et donc, on va avoir un paquet de pubs sexistes qui vont utiliser les stéréotypes. Et on va avoir après des gens qui vont dire « Regardez, mais les hommes et les femmes sont différents. Les hommes, ils font bien leur créneau, les femmes ne font pas leur créneau. Si c'est comme ça, c'est que ça doit être un peu naturel. » Et nous, on dit non, c'est pas ça. C'est bien le stéréotype qui crée la réalité telle que nous l'observons. Et c'est sur cette phrase que j'ai basé une bonne partie de ma conférence. C'est le stéréotype qui crée la réalité telle que nous l'observons. Donc là, jusqu'alors, j'ai fait un grand blabla, et vous allez me dire, ouais, très bien, mais pourquoi je devrais vous croire? Et effectivement, vous n'avez aucune raison de me croire tant que je ne vous montre pas des études scientifiques qui permettent d'appuyer ma réflexion. Et donc, les deux auteurs qui ont écrit en premier, qui ont travaillé sur la menace du stéréotype, qui ont créé cette théorie, c'est Steele et Aronson. Et Steele, c'est un Afro-Américain. Et pourquoi il a décidé de travailler sur la menace du stéréotype? Ben, en fait, Steele, il en avait marre en fait, de voir les Afro-Américains qui soient autant discriminés aux États-Unis. Et donc il disait, mais c'est pas normal, il faut se battre contre ça. Sauf que, souvent, qu'est-ce qu'on lui disait? On lui disait, mais si les Noirs vont moins à l'université que les Blancs, ben, c'est parce qu'ils réussissent moins bien les tests pour rentrer à l'université. Et donc nous, on n'y peut rien, c'est juste que c'est comme ça. Et donc Steele, il s'est dit, mais non, mais c'est pas que les Noirs sont plus stupides, parce qu'il y a le stéréotype aux États-Unis comme quoi les Noirs sont moins intelligents que les Blancs, et il voulait montrer que c'était bien ce stéréotype qui crée la réalité. Et donc, nous, en fait, on ne s'intéresse pas ici à la catégorie noir-blanc, aujourd'hui, on s'intéresse à la catégorie homme-femme. Mais au final, on va voir que cette catégorisation homme-femme, comme la catégorisation noir-blanc, nous amène au même type de processus qui sont en œuvre. En l'occurrence, on va s'intéresser à un stéréotype. Lequel est-il, à votre avis? Les femmes qui sont moins bonnes en mathématiques que les hommes. Effectivement. Et vu qu'on veut la parité ici, eh bien on va voir un stéréotype aussi qui concerne les hommes. Lequel est-il? Pensez, c'est le héros de la série Dexter. Et qu'est-ce qui caractérise ce héros? Il est glacial. Donc le stéréotype, c'est lequel? Les hommes n'expriment pas leurs sentiments. Donc, c'est le petit bouquin de tout à l'heure. Les hommes expriment moins leur affectivité que les femmes. Donc on va voir ces deux stéréotypes, comment ils peuvent influencer notre vie quotidienne, etc. Alors, pour ça, je me référais à des travaux de Huguet et Régnier, qui sont enseignants, chercheurs en psychologie sociale à l'université d'Aix-Marseille. On n'est pas allé très loin pour piocher des travaux. Et donc, ils sont allés dans des classes, et à des enfants, à des filles et des garçons, ils ont présenté cette figure. Et cette figure, à un groupe d'enfants qui était composé de filles et de garçons, ils ont dit, voilà, ceci c'est un test de géométrie. Et donc dans ce test de géométrie, on va vous demander
de mémoriser cette figure le mieux possible. On vous laisse 3 minutes. Et au bout de ces 3 minutes, vous devrez essayer de reproduire le plus fidèlement possible cette figure. À un autre groupe d'enfants, ils ont dit « Ceci, c'est un test de dessin. » Et ce test de dessin, on va vous demander de mémoriser pendant 3 minutes cette figure et essayer de la reproduire le plus fidèlement possible. Autrement dit, on a créé 2 conditions différentes, mais les enfants vont faire exactement la même tâche. Alors, les résultats. Donc les filles en jaune, les garçons en rouge. Quand on habille ces tâches pour dire que c'est un test de géométrie, c'est-à-dire des mathématiques, les performances des filles et des garçons, les filles ont des bien moins bonnes performances que les garçons. Et là, le rapport est significatif. Si on s'arrête là, on pourrait dire, bah oui, les mathématiques, c'est pas fait pour les filles. Les filles, elles y arrivent moins bien, regardez, elles réussissent moins bien le test. C'est juste que les mathématiques, c'est pas fait pour elles. Et voilà, c'est naturel. On a des différences, il faut accepter, comprendre nos différences. Sauf que si on s'intéresse à la deuxième condition, c'est là où on adore la psychosociale, on se rend compte qu'on a un pattern de résultats différents. Et ici, ce qui nous intéresse surtout, c'est de voir que les filles ont eu une performance qui a énormément augmenté. Concernant les garçons, qu'on soit dans cette condition ou dans cette condition, ils ont eu exactement les mêmes résultats. La différence entre les 2 barres rouges n'est pas significative. Autrement dit, ça n'a pas joué sur la performance des garçons, mais le fait d'avoir habillé la tâche en disant que c'est des mathématiques ou au contraire que c'est du dessin, ça a eu énormément d'influence sur la performance des filles. Donc on a bien la menace du stéréotype qui est en œuvre, c'est-à-dire qu'à un moment, les filles, dans cette situation, eh bien là, elles ont eu soit de la distraction, soit un peu d'anxiété, et du coup, elles ont été moins capables de réussir correctement la tâche que les garçons. Les garçons, dans les 2 conditions, pas d'anxiété, pas de stress, ils font la tâche telle que il leur est demandé de le faire. Alors vous allez me dire, ouais, mais ça marche chez les enfants parce que les enfants, ils ont peu de capacités cognitives et du coup ils sont vite distraits. Et donc la distraction de la menace du stéréotype, ils vont être vite distraits. Ou les enfants, ils ont du mal à gérer leur anxiété. Mais bon, ça ne marcherait pas, ça, à l'université. Donc on va s'intéresser à une expérience qui a été faite dans une université aux États-Unis. Et donc, ils se sont intéressés aux tests en mathématiques utilisés pour rentrer dans les universités américaines. Parce que, peut-être vous le savez, aux États-Unis, on ne rentre pas à l'université juste après le bac et on choisit dans quelle matière dans quelle faculté on peut aller. On a des tests qui nous permettent, oui ou non, d'accéder à l'université. Et donc, nous, on s'intéresse ici à une population de futurs étudiants qui essayent de rentrer dans des facultés de mathématiques. Donc pour rentrer dans les facultés de mathématiques, vous avez un test qui est le suivant. Vous avez plein de questions qui vous sont posées et c'est un genre de QCM. Et comme vous pouvez le voir, c'est des questions qui sont hyper complexes. Parce que là, on est en train de parler à des experts en mathématiques. Et on va s'intéresser à leur performance dans cette situation. Donc ce qu'ont fait les auteurs, c'est qu'ils ont d'abord regardé le test tel qu'il est utilisé dans les facultés aux États-Unis et donc tel que des milliers d'étudiants chaque année passent ce test. Et qu'est-ce qu'on remarque ? On remarque que les hommes réussissent beaucoup mieux ce test que les femmes. Du coup, les femmes ont moins accès à l'université, aux filières scientifiques, mathématiques, que les hommes. Et les auteurs, ils se sont dit, mais tiens, avant qu'ils fassent cette tâche, on va leur donner une information. Et donc, ils disaient aux participants, voilà, vous savez qu'il y a un stéréotype comme quoi les femmes seraient moins bonnes en mathématiques que les hommes. Eh bien, ce test, en tout cas, de mathématiques, il n'a jamais montré aucune différence entre les hommes et les femmes. Autrement dit, ce test-là ne mettra pas en jeu une menace du stéréotype. C'était ça qui les intéressait. Et donc, lorsqu'ils ont falsifié le stéréotype, qu'est-ce qu'on remarque ? Fantastique. Les femmes ont des performances égales aux hommes. Les hommes, ici encore, en fait, leur performance, c'est pas significatif la différence entre les deux. Ben oui, pour eux, ça n'a pas géré plus de distraction, le fait de savoir qu'il n'y a pas de différence entre hommes et femmes sur ce test en mathématiques. Donc c'est bien la menace du stéréotype qui a amené à un moment les femmes à avoir
une moins bonne performance. Et mon fameux slogan, je vous le remets encore une fois, le stéréotype crée la réalité telle que nous l'observons. Et tout ça, c'est pas anodin en fait. Parce que là, donc on a vu des études scientifiques qui ont été publiées dans des revues d'experts, mais ça a des impacts concrets sur notre réalité, au-delà de simplement aller faire un créneau un peu plus loin. Je suis allé voir les orientations en classe supérieure en France, je crois que c'est en 2009. Et quand on regarde l'orientation en classe supérieure, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, on va voir que les prépas scientifiques, elles sont composées que de 30% de filles, tandis que les prépas littéraires sont composées à 74% de femmes. Autrement dit, on voit que les femmes délaissent les matières scientifiques pour aller vers des études littéraires, tandis que les hommes délaissent les études littéraires pour aller vers des études scientifiques. Et on peut comprendre à travers la stratégie de l'évitement, je vais aller faire mon créneau ailleurs, ou non, je ne vais pas essayer de faire mon créneau maintenant, et je vais plutôt filer les clés à mon copain pour qu'il fasse le créneau à ma place. On peut comprendre que, de manière générale, on ne souhaite pas se retrouver dans des situations où on a de l'anxiété, où on ne se sent pas bien, et on se dit « mince, je vais confirmer un stéréotype et on va se moquer de moi », entre guillemets. Donc, c'est beaucoup plus confortable d'aller dans des filières littéraires que dans des filières scientifiques. Donc voilà une manière, un outil pour essayer d'expliquer pour une partie pourquoi les femmes vont plus vers des matières littéraires que scientifiques. Je ne dis pas que ça explique l'ensemble de ce phénomène, mais en tout cas, ça nous permet de comprendre pour une partie, à mon avis. Et ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'aujourd'hui, les prépas scientifiques demeurent les plus valorisés dans notre système actuel. Quand vous faites des prépas scientifiques, derrière, vous pouvez faire des grandes écoles. Les grandes écoles forment nos futurs dirigeants qui seront à la tête de nos entreprises, qui seront à la tête de nos partis politiques, qui seront à la tête, etc., etc. Les matières littéraires, malheureusement, elles ne sont pas autant valorisées dans notre société. Et donc, on voit que les femmes, finalement, elles ne pourront pas avoir ce statut social élevé dans notre société et tout le pouvoir qui est lié à ce statut social si elles ne vont pas un peu plus dans les matières scientifiques. Voilà pour dire que ce n'est pas anodin, en fait, cette question de la menace du stéréotype. Et je vous avais promis qu'on parlerait aussi des hommes. Donc, les hommes et la question de l'affectivité. Les chercheurs, là en l'occurrence, la tâche qu'ils ont demandée, c'est les sujets venaient donc au laboratoire et ils disaient à leur sujet, voilà, on va vous demander de reconnaître les mots qui apparaissent à l'écran. Et l'objectif, c'est que vous arriviez à déterminer le plus rapidement possible si c'est un mot avec une valence affective ou un mot qui n'a pas une caractéristique affective. Donc vous devez le faire le plus rapidement possible, mais sans vous tromper. Petit test, vous êtes prêts? Affectif, oui. Paradis? C'est non affectif et vide. Paradis, c'est pas un mot qui a une valeur affective. Autant paradis peut être positif, tout comme caresse est positif, mais il n'y a pas quelque chose d'affectif derrière. Donc c'est la tâche que devaient réaliser les sujets. Et les sujets, dans une condition, on disait à un groupe de sujets, donc des hommes et des femmes, on disait voilà, ça c'est un test de mémoire. Et donc on va essayer de tester votre mémoire pour essayer de comprendre comment est organisée votre mémoire. Un autre groupe de sujets, il disait voilà, on s'intéresse à comprendre pourquoi les hommes gèrent moins bien leur affectivité. Donc, entre guillemets, on a activé un peu le stéréotype. Maintenant, on va s'intéresser à leur performance. Pour le groupe à qui on a dit que c'était un test de mémoire, cette fameuse tâche de reconnaître les mots, eh bien, les hommes et les femmes ont des performances équivalentes. Mais dans le groupe qu'on va dire le groupe stéréotype, où on a activé le stéréotype, en essayant du coup de mettre entre guillemets un peu une menace sur certains participants, on se rend compte que les hommes font plus de fautes que les femmes. C'est-à-dire que lorsqu'ils voient des mots, ils ont plus de mal à dire si c'est un mot avec une valence affective ou non, et ça génère des erreurs chez eux. Pourquoi? Menace du stéréotype, anxiété, et du coup ils sont distraits et ils réussissent moins bien, ils ont des moins bonnes performances. Qui montre encore plus que le stéréotype est faux, vu qu'ils sont en
ils seraient dépassés par leurs émotions. Il y a plusieurs... Ils ont de l'émotion, quoi. Ils sont pas fermés. Ils laissent attraper, quoi. En fait, il y a plusieurs explications en fait, à la menace du stéréotype. Et je vous ai présenté qu'une condition expérimentale ici. Il y avait d'autres conditions expérimentales. Une condition expérimentale, on demandait simplement de reconnaître si c'était un mot positif ou un mot négatif. Donc vous aviez des mots qui étaient, par exemple, diable ou, je sais pas, fortune, et on demandait si c'était un mot à caractère plutôt positif ou négatif. Et sur les mots à caractère positif, négatif, pareil, pas de différence entre les hommes et les femmes. Parce que c'est bien lié au fait qu'on a une tâche qui à un moment met en place une question de l'affectivité, que ça va amener une distraction. Après la distraction, l'anxiété, je ne crois pas qu'ils l'ont mesuré dans cette expérience, donc on ne peut pas savoir si c'est plutôt de l'anxiété ou c'est plutôt une distraction, c'est-à-dire une surcharge cognitive. Quelque chose en plus que vous avez dans la tête et qui trotte. Donc là, je ne pourrais pas faire des explications de ce type-là. Donc le stéréotype crée la réalité telle que nous l'observons, et après, on a des gens qui viennent nous dire bah oui, Vénus, elle est affective, tandis que Mars, lui, il n'arrive pas à gérer ses émotions. Il n'arrive pas à communiquer ses émotions. Je reviens sur mon bouquin de John Gray, parce que du coup, on a vu un paquet de choses qui nous permettent un petit peu de faire une première analyse critique de ce livre de John Gray. Notamment, moi, ce qui m'intéresse ici, c'est connaître nos différences pour mieux nous comprendre. Et là, on peut se demander, mais est-ce que c'est vraiment ça qu'il est en train de faire, John Gray? Connaître nos différences pour mieux les comprendre? Ou est-ce qu'on ne pourrait pas remplacer ce petit encadré par créer nos différences pour mieux les entretenir? Je mets le point d'interrogation, puisque c'est plutôt une réflexion que j'essaie de vous amener ici, réflexion qui est la mienne, à vous de voir ce que vous en faites. Et finalement, donc du coup, je dis tout ça à mon cousin. Et mon cousin, il fait « Ah, mais c'est vraiment super intéressant tout ce que tu me dis, j'adore ces expériences, wow, ça me fait comprendre plein de choses. » Et comme je vous ai dit, avec mon cousin, on aime bien parler des questions de société et essayer d'avoir une analyse critique des questions de société. Donc là, on a pu s'en donner à cœur joie. Par exemple, je vais parler d'une campagne de recrutement de l'éducation nationale. Donc, c'est quand même un ministère, c'est des gens qui réfléchissent et qui font des campagnes de recrutement et qui n'essayent pas du tout d'être sexistes. C'est pas dans leur vocation. Et leur campagne de recrutement, donc pour trouver de nouveaux enseignants, c'est deux affiches. La première, c'est Laura, qui a trouvé le poste de ses rêves. Et donc, on a une femme qui est en train de lire du Bovary, comme ça, tranquillement, voilà, et elle a trouvé le job de ses rêves. De l'autre côté, on a Julien. Et Julien, lui, il a trouvé un poste à la hauteur de ses ambitions. Parce que Julien, lui, c'est quelqu'un qui travaille, c'est quelqu'un qui est dynamique, qui est ambitieux et qui a envie de réussir dans la vie. Et voilà comment, on véhicule ces stéréotypes aussi à travers des campagnes de l'éducation nationale dont on pourrait penser qu'au contraire, c'est des gens qui ont réfléchi ces questions-là et qui ne vont pas quand même véhiculer des stéréotypes dans notre société. Et après, on se retrouve avec des trucs comme ça, des bouquins qui nous disent, au travail, Vénus et Mars, c'est pas la même chose, et ils n'attendent pas les mêmes choses de leur travail. Les femmes, elles préfèrent plus avoir un travail qui permettra de nourrir leurs rêves et d'être au service des autres, tandis que les hommes, eux, ils cherchent un travail pour avoir de l'ambition, pour se dépasser et être toujours le meilleur. Vous voyez ce que je veux dire. Là, autre chose, assez inquiétant également, ça c'est des bodys pour des petits garçons et des petites filles. Donc le bébé vient juste de naître et on va lui coller ça sur la peau. D'un côté pour les filles, en rose il y a écrit jolie, têtue, rigolote, douce, gourmande, coquette, amoureuse, mignonne, élégante, belle. Et pour les garçons, nous allons avoir en bleu, courageux, fort, fier, robuste, vaillant, rusé, habile, déterminé, espiègle, cool. Et à la suite de ça, et donc on a ce genre de choses qui sont véhiculées dans la société. Et ça va générer aussi, comme vous pouvez le voir, on a des attentes différentes en fonction des petites filles et des petits garçons. Donc le bébé vient juste de naître,
où il n'est pas encore né, que déjà, en fait, on a des attentes très très stéréotypées sur le petit garçon, ça doit être comme ça, la petite fille, ça doit être comme ça. Et du coup, je me suis dit, tiens, finalement, ça me fait penser à une expérience, il faudrait que je le représente. Le bébé qui pleure. Je crois que c'est des psychologues du développement, comme quoi il n'y a pas que la psychosociale qui travaille là-dessus, et ils montrent un bébé qui pleure. Et ils disent, voilà, à des jeunes parents, ou des personnes qui vont être jeunes parents, ils disent, qu'est-ce que vous évoquent les pleurs de... Et à certains jeunes parents, ils disent, de ce petit garçon. Mais à un autre groupe de parents, ils disent, de cette petite fille. Et donc, ils écoutent le regard attendri de ces jeunes parents sur ce petit bébé qui pleure. Et quand c'est un petit garçon, eh bien, ils disent quelque chose comme « Ah, c'est un petit garçon qui est plein de vie, il est vaillant, il est énergique. Ah, il en veut, on voit qu'il a envie de mordre dans la vie. » Quand c'est une petite fille, eh bien, c'est plutôt quelque chose du style « Ah, c'est une petite fille qui est triste, on a envie de la prendre dans ses bras, oh, elle a l'air perdue. » C'est la même photo, c'est le même bébé. Et bien sûr, on en rigole, et il faut en rigoler, mais il faut aussi prendre en compte que c'est des choses qu'on peut faire parfois sans s'en rendre compte dans notre vie quotidienne. Mais le savoir, déjà, c'est prendre un petit peu de distance, un peu de recul, c'est pas plus mal. Et après, on a des bouquins qui arrivent avec, ben ouais, il faut comprendre ses enfants pour mieux les élever. Donc il faut comprendre que la petite fille, le petit garçon, c'est pas pareil. Et bien sûr, je vous ai gardé le meilleur pour la fin, le côté le plus croustillant de tout ça, Mars et Vénus sous la couette. Donc voilà, il a fait son bouquin, John Gray là-dessus, et je dois avouer que c'est quand même le premier truc que j'ai voulu aller regarder. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ces bouquins, Mars et Vénus sous la couette? Et sur Internet, je suis tombé sur une vidéo où un présentateur américain interviewe John Gray. Donc vous allez pouvoir voir John Gray. Je m'excuse pour les sous-titres. J'ai récupéré ça sur un site Internet de gens qui essayent de promouvoir les bouquins de John Gray. Donc même si les sous-titres sont un peu bizarres, ils n'essayent pas de se moquer du tout de cette personne-là. Je vais essayer de mettre du son. Et on va voir ce que nous dit John Gray. Et vous allez voir encore ce côté, il faut comprendre les différences, il faut les accepter, et il faut apprendre à faire avec. Et on n'est pas là pour changer la réalité, elle est telle qu'elle est, parce que tout ça c'est naturel. Restez trop longtemps à l'extérieur. Allons maintenant directement dans la chambre à coucher, et parlons de la différence du désir sexuel entre les femmes et les hommes, et en quoi cela pose problème quand il s'agit de leurs relations sexuelles. Ce que je vais dire semble évident, mais nous avons tendance à l'oublier. Lorsqu'ils sont au lit, les hommes sont comme des chalumeaux. Leurs hormones marchent à 100 à l'heure. Ils sont prêts à passer à l'acte sexuel. Tandis que les femmes sont comme un four qui a besoin d'être préchauffé. Et cela peut prendre jusqu'à 15 minutes. Donc, quand l'homme est déjà sexuellement excité et se met à se frotter contre la femme, elle pense « D'accord, il est bien excité, mais moi j'ai besoin de plus de temps. » C'est pourquoi les femmes pensent que quelque chose ne va pas dans leur sexualité, ou les hommes pensent que quelque chose ne va pas dans leur relation avec leur femme, alors que c'est dû tout simplement au fait que les femmes n'arrivent pas à se mettre dans l'ambiance sexuelle aussi rapidement que leur partenaire. J'ai eu l'occasion de parler de ces choses à la radio et à la télévision, et j'ai parlé un jour du désir sexuel comme moi je le vois. J'aimerais que vous me disiez si je me trompe, et je parle ici des hommes dont l'âge varie entre 18 ans et 60 ans. Même jusqu'à leur mort. Pour les hommes, le sexe est comme la nourriture en termes d'appétit. Quand vous ne mangez pas pendant toute une journée, vous avez faim. Et quand vous êtes un homme, si vous n'avez pas de relation sexuelle pendant un jour ou deux au maximum, vous commencez à avoir très faim. C'est vrai ou pas ce que je dis? Et je ne sais pas si les femmes comprennent ça. Ce n'est pas parce que nous y pensons tout le temps, mais ce sont nos hormones qui nous poussent à y penser tout le temps. Oui, il y a une réelle différence. Les femmes ont faim de la communication, et les hommes ne se rendent pas toujours compte combien la communication est importante pour les femmes, tout comme les femmes ne se rendent pas compte combien le sexe est important pour les hommes. Les femmes, et en particulier ces 15 dernières années, ont développé cette attitude qui consiste à dire « Oui, les hommes sont comme les animaux, il n'y a que le sexe qui les intéresse », comme si c'était quelque chose de mal. Les hommes, eux, pensent que les femmes ne veulent que parler et rien d'autre.
La réalité est que la femme, quand elle a la nourriture émotionnelle nécessaire, quand elle peut partager, et sans que son partenaire ait à s'en sonner, elle se sent aimée. Et le sexe devient alors quelque chose de très important pour elle. À l'inverse, quand l'homme a la possibilité de faire l'amour, pratiquement à chaque fois qu'il le veut avec son partenaire, le sexe devient pour lui une manière de s'éveiller à ses sentiments amoureux. Donc l'amour recherché par les femmes s'exprime à travers le sexe chez les hommes. Et le sexe recherché par les hommes s'exprime à travers l'amour chez les femmes. N'est-ce pas que c'est correct donc de dire que les hommes assimilent l'amour dans une relation à du sexe? C'est le sexe qui fait accéder l'homme à la relation, à la communication, à l'amour et à toutes ces choses. Et en l'absence de sexe, les hommes ont tendance à se sentir rejetés. C'est tout à fait vrai. Et ce qui se passe alors, c'est que les hommes se renferment et ne se sentent plus attirés par leur partenaire, sans qu'ils sachent pourquoi. Les femmes n'apprécient pas à sa juste valeur leur rôle qu'elles jouent dans ce scénario, et ont tendance à dire « Pourquoi le sexe est si important si on ne peut même pas parler ?» Lorsqu'un homme part pendant 3 jours en voyage, la seule chose qu'il a en tête quand il revient, c'est le sexe. Alors que la seule chose que la femme a en tête, c'est de parler du voyage. Et si lui veut du sexe, la femme se dit « C'est quoi ce personnage grossier? Il veut juste mon corps, et ne se soucie même pas de moi. » Tandis que l'homme pense le contraire. Pourquoi devons-nous parler de tout ça avant de faire l'amour? Nous devons donc comprendre que la communication est importante pour les femmes, car elle leur permet de s'éveiller à leurs sentiments amoureux, et donc de trouver du plaisir au sexe. Tandis que pour les hommes, c'est le sexe qui leur permet de s'éveiller à leurs sentiments amoureux, et d'être ainsi plus aimants. Alors, John Gray, déjà, quand il parle que depuis les 15 dernières années, eh bien, les femmes ont tendance à moins accepter d'avoir du sexe directement avec leur partenaire et d'accepter les sollicitations de leur partenaire, et qu'elles demandent avant que leur partenaire finalement partage quelque chose qui est de la communication, de la relation, des sentiments avec eux. Quand il parle de ces 15 dernières années, John Gray fait une allusion en fait aux féministes. Et comme quoi les femmes, les féministes, elles sont en train de bouleverser un peu l'ordre des choses, et que du coup ça amène à la catastrophe. Et je caricature à peine les propos de John Gray, mais il faut entendre dans ses propos qu'il dit un petit peu si on veut que les hommes accèdent en fait à une vraie relation amoureuse, il faut que les femmes elles acceptent un peu de se coucher, d'écarter les jambes, et puis après elles auront peut-être droit en fait à l'amour. Et puis bon, les hommes, ça serait bien quand même qu'ils mettent un petit peu de sentiment, on va leur apprendre un petit peu à communiquer. Mais en tout cas, on voit ce qu'ils véhiculent comme type de stéréotype, et ce que ça peut renforcer dans la société, et tous les problèmes que ça peut générer. Je m'arrêterai là pour pas en dire plus. Donc là, j'arrive à la fin de ma conférence. Et voilà, la fin de ma conférence, une fois que j'ai dit tout ça à mon cousin, que je lui ai expliqué tout ça, mon cousin il me dit c'est vrai, c'est génial tout ce que tu me dis, j'adore, et il faudrait que tu le fasses partager à d'autres personnes. Et là je dis ouais, t'as raison, ouais, j'en parlerai à mes copains un peu plus, etc. Et il me dit non, il faudrait que tu fasses des conférences. Ouais, faire des conférences, je sais pas si je me sens apte à faire des conférences. Et il m'a dit mais t'y crois à ton truc? Et je dis oui, j'y crois. Enfin, j'y crois, non, c'est pas que j'y crois, c'est que je pense qu'on a des outils de la psychologie sociale qui nous permettent de décrypter, de comprendre bien les réalités auxquelles on fait face. Et il me dit, mais du coup, vas-y, fais des conférences. Et là, ça m'a fait penser à quelque chose, et je voulais faire un dernier petit clin d'œil à Stéphane Hessel qui nous a quittés la semaine dernière. Au-delà de indignez-vous, le truc qu'on n'arrête pas de rabâcher de Stéphane Hessel, il disait autre chose. Et c'est ça, moi, qui me fait tilter. Il disait, s'il y a des choses auxquelles vous croyez vraiment, que vous pensez que c'est des convictions importantes et qu'il faut faire progresser dans la société, engagez-vous, militez. Et essayez un petit peu de pousser dans le bon sens pour essayer de rendre cette société un peu meilleure. En l'occurrence, c'est des choses que je pensais vraiment importantes. Et donc, l'objectif ce soir, c'était me dire, tiens, je mets mon petit grain de sable un petit peu dans tout ça. Et j'espère que, de la même manière, vous aurez envie, vous aussi, de apporter votre petite pierre à l'édifice pour qu'on sorte un petit peu de relations très stéréotypées entre les hommes et les femmes. Pour terminer, je vous inviterai le 8 mars prochain, donc c'est-à-dire dans 2 jours, c'est la Journée mondiale de la femme. Et donc, il y aura plein de choses qui vont se passer un peu partout. N'hésitez pas à aller voir, ça vous permettra aussi peut-être de vous ouvrir ou de profiter de tout ça. Merci beaucoup.